Le Nasdaq termine donc au-dessus des 25 000 pour la première fois de son histoire. Le Nasdaq 100 est au plus haut de tous les temps. Le SOX est au plus haut de tous les temps, même s'il s'est pris une petite baffe durant la semaine. Intel est au plus haut de tous les temps. Le titre est en hausse de 140%. Rien que sur le mois d'avril, Nvidia a battu son record d'altitude durant la semaine. Et pendant ce temps-là, l'inflation repart à la hausse. Le baril s'établit au-dessus des $100. Le revoir à 60 dans les 12 prochains mois, ça a l'air carrément utopique, même si une paix entre les USA et l'Iran venait à être signée, ce qui est loin d'être le cas. Les banques centrales ne font rien et se méfient de tout. Powell a fait son dernier show, Warsh va commencer à faire le sien le 15 mai, et les taux américains sont loin d'avoir l'air d'être prêts à baisser, même si Trump l'a promis. On se retrouve donc dans une espèce de situation assez épique où on aurait tous les droits d'avoir peur, tous les droits d'avoir des doutes, mais les marchés sont solides comme jamais et rien ne semble être capable de faire baisser les indices. Personne n'y croit, tout le monde a peur de rater le train, même si la situation se dégrade chaque jour un peu plus. Les sociétés publient des chiffres plutôt pas mal et tout le monde dépense du pognon dans l'intelligence artificielle. Il faut être longue et puis c'est tout, à moins que l'adage de ce nouveau mois qui commence fasse enfin son effet, à moins que le sell in May and go away fonctionne vraiment cette année. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 2 mai 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors avant toute chose, je vous préviens, le coup du sell in May and go away, ça ne fonctionne pas tout le temps. On en parle chaque année, on joue à se faire peur chaque année, mais dans les chiffres, c'est pas tout à fait la même mayonnaise. Sur les 27 dernières années, l'adage a fonctionné 8 fois sur 27. En gros, 30% du temps. Et pire, on peut même remarquer un truc fascinant, sur les 10 dernières années, donc 2016 à 2025, il n'a fonctionné qu'une seule fois, en 2022. Une seule fois. C'est 10% de hit rate. Autant dire que celui qui aurait suivi l'adage à la lettre depuis 10 ans aurait raté à peu près tous les rebonds majeurs et passé sa vie à se mordre les doigts en regardant le marché monter sans lui. Statistiquement, parier sur sell in May and go away, c'est jouer avec une pièce de monnaie à pile ou face, mais une pièce qui est truquée pour retomber systématiquement du mauvais côté. Mais, et c'est tout l'enjeu, quand l'adage fonctionne, c'est en général assez violent. En 2002, on a fait du moins 17, 2008, on a fait moins 30, et 2022, on a fait que moins 6. En gros, ça marche quand il y a une vraie crise sous-jacente, donc la vraie question n'est pas est-ce que l'adage va fonctionner, mais plutôt est-ce qu'on est en 2007 avec un faux signal ou en 2008 avec un vrai signal. Vu ce qu'on a sur la table aujourd'hui en 2026, un baril à $120, une paix en Iran qui est construite sur du sable, la Fed qui patine, les capex IA qui frôlent le délire, des valorisations qui sont pas cadeaux, on est typiquement dans un setup où si l'adage devait fonctionner cette année, il fonctionnerait très fort. Mais on n'en est pas là, et quand on voit la force des marchés et cette capacité à se foutre de tout tant que ça monte, on imagine assez mal que 2026 fasse partie de ces années où l'adage fonctionnait. En tout cas, pour le moment, ça ne donne pas l'impression, mais bon, on est en mai, et en mai, si tu fais de la finance sur YouTube et que tu ne places pas la phrase « sell in May and go away », autant ne pas venir. Bref, revenons un peu sur le passé et sur une semaine que les manuels de finance vont très probablement étudier dans 10 ans en se demandant à quel moment exactement les opérateurs de marché ont décidé d'arrêter de regarder la réalité en face. Oui, parce que franchement, cette semaine, on a vu 4 banques centrales se réunir, on a vu 5 des Magnificent Seven publier leur trimestriel et balancer des chiffres de capex qui donnent envie de se mettre en position fétale et de dormir pendant 8 mois, on a vu le S&P 500 inscrire un nouveau record absolu, le meilleur mois depuis 2020, le tout pendant que le baril de Brent flirte avec les $126, que le détroit d'Ormuz reste fermé comme une huître et que Trump a poliment expliqué à l'Iran qu'il n'était pas satisfait de leur offre de paix. Et pour finir, pour le bouquet final, on a eu jeudi un PCE qui rappelle à tout le monde que l'inflation, et c'est plus seulement un mauvais souvenir de 2022, elle est vraiment de retour. Mais à la fin, on est au plus haut de tous les temps à New York. Commençons par le début. Cette semaine, on aurait pu ouvrir un bar à banquiers centraux, tellement il y en avait partout. La Fed mardi, mercredi, la Banque du Japon mardi, la BCA et la Banque d'Angleterre jeudi. 4 réunions, 4 comités et un seul point commun. Personne ne veut bouger, mais tout le monde se bagarre à l'interne.
Commençons par la Fed. Jérôme Powell, pour ce qui restera comme l'une de ses dernières grandes apparitions en tant que président, parce que Kevin Warsh se prépare en coulisses, Powell a donc maintenu les taux entre 3,5 et 3,75%. On le sait, c'est pas une surprise, c'était pas une surprise. Il n'y a pas eu de surprise. 3e fois consécutive sans toucher à rien, mais attention, c'est pas la décision qui est intéressante, c'est plutôt la photo de famille. Le vote, c'est 8 contre 4, 4 dissidents. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en octobre 1992, où Clinton n'était même pas encore président, c'est vite vu. D'un côté, vous avez Steven Mirans qui voulait baisser les taux de 25 points de base, comme à chaque fois, parce que Trump a évidemment besoin de quelqu'un qui fasse pression dans le bon sens. Et de l'autre, vous avez eu Hamac, Kashkari et Logan, qui sont tous d'accord pour ne pas bouger, mais par contre, qui refusaient que la Fed glisse un biais accommodant dans le communiqué. Ils ont perdu, mais ils n'étaient pas d'accord. Et au milieu, on a Powell qui range gentiment son bureau pour partir cet été et se demande comment il a tenu aussi longtemps. Bref, la Fed attend, mais elle ne sait pas trop ce qu'elle attend, et nous on attend de voir ce que Warsh va faire. Entre inflation qui monte et Trump qui pousse pour une baisse massive des taux, on se réjouit de voir comment il va s'en sortir. Et puis mardi, on a eu aussi la Banque du Japon. Ueda et son équipe maintiennent à 0,75%, au plus haut niveau depuis septembre 1995, et le vote est à 6 contre 3. On a 3 dissidents, Nakagawa, Takata et Tamura, qui voulaient passer à 1% parce que selon eux, l'inflation est non seulement là, mais elle est durable. Et c'est là que ça devient intéressant. La BOJ a relevé sa prévision d'inflation 2026 à 2,8% contre 1,9% en janvier. En même temps, elle a baissé ses prévisions de croissance à 0,5%. On est donc, le mot est là, stagflation, on est dedans. C'est le mot interdit, c'est celui qu'on chuchote dans les couloirs des banques centrales, c'est notre Voldemort à nous. Mais au Japon, on ne va pas se mentir, le prochain arrêt, c'est la station stagflation et tout le monde descend. La BCE jeudi, Lagarde elle a maintenu ses 2%, le niveau bas depuis plus de 2 ans, la décision était unanime, au moins cette fois. Là on respire un petit peu mieux par rapport à ça, sauf que dans le brief de presse, Madame Lagarde nous a quand même lâché tranquillement que dans les options qu'ils ont débattu à la BCE, ça incluait aussi une hausse des taux. Une hausse des taux, oui. Parce qu'en zone euro, l'inflation flash d'avril est ressortie à 3%, croissance du premier trimestre à 0,8% et le pétrole qui crame. Lagarde a sorti la phrase de la semaine, dans 6 semaines, on pourra prendre une décision plus informée. Traduction, on attend de voir si Trump bombarde l'Iran ou pas, et après on vous dira. C'est assez pratique comme politique monétaire, une politique monétaire basée sur les décisions d'un type qui change d'avis 3 fois par jour et qui dit tout et son contraire à peu près tout le temps. La Banque d'Angleterre, elle a maintenu à 3,75, 8 contre 1, le chef économiste qui veut monter les taux. Andrew Bailey a déclaré faire face à la combinaison la plus difficile qu'il n'ait jamais vue, le tout avec un CPI à 3,3% et qui devrait d'ailleurs continuer à monter. C'est ce qu'on en retient. Les banquiers sont coincés, l'inflation remonte à cause du baril, la croissance ralentit et personne n'a envie d'être celui qui fait l'erreur de trop. Donc tout le monde est en train de faire du surplace, pendant que les marchés, eux, ils montent toujours plus haut. On est entré dans une phase où les banques centrales ne pilotent plus l'économie, elles la commentent. Mercredi soir, on était le 29 avril, dans une fenêtre de 80 secondes, Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon ont publié leur trimestriel. Le lendemain, c'était Apple, en clôture. 5 des Magnificent Seven ont publié en 2 jours un véritable raz-de-marée de résultats, et le bilan est relativement intéressant. Microsoft a donc publié des EPS ajustés à 4,27, ils ont battu de 21 cents, le cloud Azure cartonne, mais accrochez-vous à votre fauteuil pour le CAPEX, c'est 190 milliards de dollars prévus pour 2026, dont 25 milliards justifiés par la hausse des prix des composants. Meta, eux, c'est un revenu de 56,3 milliards en hausse de 33% sur un an, des EPS de 10,44 contre 6,66 attendus, c'est magnifique, sauf que Zuckerberg a relevé sa prévision de CAPEX annuel à une fourchette de 125 à 145 milliards, soit plus de 10 milliards, ce qui était prévu de la dernière fois. Donc JP Morgan a immédiatement downgradé l'action à neutral et coupé l'objectif de 825 à 725. Et quand votre meilleur élève se met à dépenser comme un prince saoudien, le banquier commence à froncer les sourcils. Finalement, ce qu'il faut te dire, c'est que Meta est un des seuls qui a baissé vraiment sur ses publications. Alphabet, c'est la star de la semaine, revenu à 109 milliards en hausse de 22%, EPS à 5,11 contre 2,63 attendus. Ils ont cartonné le double du consensus, pratiquement. L'action a pris quasiment 6% juste dans la séance d'après, et elle monte de 34% pour ce qui est du mois d'avril. C'est la meilleure performance des Mag 7.
Et là, vous me direz, comment ça se fait? Bah, justement, là, c'est un petit détail croustillant parce que selon les experts, à peu près la moitié des impressionnants profits sur l'IA chez Google vient de leur participation dans Anthropic, pas de leur business opérationnel. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent en valorisant leur participation dans une boîte qui leur fournit l'IA qu'ils intègrent dans leurs produits, qui leur permet ensuite d'augmenter leurs revenus IA. Une boucle vertueuse ou vicieuse, c'est à vous de voir. Amazon a annoncé un revenu de 181,5 milliards, un beat solide. AWS à plus 28% sur un an, la plus forte croissance depuis 3 ans. Une guidance Q2 entre 194 et 199 milliards. Tout va bien, sauf que le CAPEX de 2026 est annoncé environ à 200 milliards de dollars, contre 132 l'an dernier. L'action était légèrement en baisse après l'annonce. Quand on vous dit que l'IA c'est une affaire de cash flow et pas une affaire de marge, voilà la démonstration en direct. Et puis Apple, jeudi soir, son 11,2 milliards de chiffre d'affaires, record absolu pour un trimestre fiscal de printemps. Un iPhone à plus 21,7%, marge brute à 49,3%, service à quasiment 31 milliards. Tim Cook devient donc Executive Chairman le 1er septembre et donc c'est John Ternus qui reprend les commandes. Un Tim Cook qui passe le témoin après 15 ans de performance stratosphérique. C'est Hollywood, mais en mieux écrit. Ce qu'on retire de tout ça, c'est que les chiffres sont bons, parfois excellents. Ce qu'on en dit, c'est que oui, mais si on regarde le CAPEX agrégé, bah aujourd'hui, ça frise les 725 milliards de dollars. Donc 725 milliards, tout ça dépensé en data center et en GPU Nvidia. Tant que Wall Street regarde le top line, ça passe, mais le jour où on regardera le free cash flow et le retour sur investissement, je pense qu'on aura une autre conversation. Pour l'instant, c'est la fête et on en profite. Et on se frotte déjà les mains pour les publications de Nvidia dans 3 semaines, ça va être tellement facile. Vendredi 1er mai à la clôture de New York, le S&P 500 termine donc au plus haut de tous les temps, même s'il y a eu un petit reversal intraday qui ne fait pas très plaisir aux techniciens, c'est quand même un nouveau record. Le Nasdaq aussi, et le mois d'avril dans son ensemble signe une performance de 10,4% pour le S&P 500, le meilleur depuis 2020. Vous savez, 2020, l'année où on imprimait du dollar à coups de bazooka pour sauver l'économie, pendant qu'on apprenait à faire du pain et qu'on ne savait plus où stocker nos rouleaux de PQ. Donc on a un marché qui bat des records alimenté par les résultats des Mac 5, une narrative IA qui ne faiblit pas et par l'espoir d'un cessez-le-feu durable au Moyen-Orient, et c'est là qu'on doit faire une toute petite pause. Parce que pendant que le marché monte, il faut quand même pas oublier qu'en parallèle, le Brent a touché les 126,41 pendant la semaine, au plus haut depuis 4 ans avant de redescendre sur les 115. Le WTI est au-dessus des 102 $, et depuis le début de la guerre US-Israël contre Iran, le 28 février, les deux contrats sont en hausse de 60%. La Banque mondiale parle de la plus grosse hausse des prix de l'énergie depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Le détroit d'Ormuz est quasiment fermé. L'Agence internationale de l'énergie parle de la plus grande perturbation de l'histoire du marché pétrolier mondial. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on apprend vendredi 1er mai? Que Donald Trump a dit aux journalistes qu'il n'était pas satisfait de la nouvelle offre iranienne pour terminer la guerre. Le cessez-le-feu tient donc avec du scotch double face et de la bonne volonté américaine, mais aucun accord n'est signé. Aucun accord n'est signé. Vance n'est pas allé au Pakistan parce que les Iraniens n'avaient pas envoyé leur délégation. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, qui se prépare et puis annule, comme un dîner organisé sur Tinder. Et pourtant, le marché monte. Pourquoi est-ce qu'il monte? Parce que le narratif collectif aujourd'hui, c'est ça va finir par s'arranger, l'Iran cédera, les hyperscalers vont sauver le monde avec l'IA, la Fed va finir par baisser les taux et tout sera comme avant dans le meilleur des mondes. Ce qu'on en retire, c'est qu'on est dans un marché qui price la perfection, l'optimisme absolu et l'absence totale de scénario catastrophe. Mais ce que l'on dit, c'est que c'est un pari, pas une analyse. Le baril est à 115 $ et sur la durée, c'est mécaniquement un choc d'offres négatif pour la croissance mondiale et une pression haussière sur l'inflation. Par contre, ce qu'on en pense, c'est qu'il suffit que l'Iran refuse l'accord ou qu'un missile passe un peu trop près d'un tanker pour que tout le bricolage parte en vrille. Le marché actuel, c'est un acrobate sur un fil au-dessus d'un volcan et qui sourit à la caméra. C'est magnifique, tant qu'il reste en équilibre. Jeudi 30 avril, le Bureau of Economic Analysis a publié les chiffres du PCE du mois de mars. Alors pour ceux qui suivent depuis le canapé au fond du salon, le PCE, c'est la mesure d'inflation préférée de la Fed. C'est plus pertinent que le CPI parce que ça reflète mieux la consommation réelle des ménages. Donc, quand la Fed regarde un chiffre, c'est celui-là. Le chiffre corps PCE est à plus 0,3% sur le mois, ce qui pousse le rythme annuel à 3,2%, et le PCE tout court est à plus 0,7% sur le mois, c'est balèze, et il est à 3,5% sur un an. Plus haut niveau depuis presque 3 ans.
Le tout en ligne avec le consensus, qui veut dire que tout le monde s'attendait à que ça tape fort, et ça a tapé fort comme prévu. On est quand même dans une période où l'important, ce ne sont pas les faits, l'important, c'est ce qu'on ne soit pas surpris par les mauvais chiffres. Un peu comme si la mauvaise nouvelle est beaucoup moins grave parce qu'on l'avait anticipé. Un peu comme si un crash d'avion était moins grave si on le savait avant. Détail qui a quand même son importance, le revenu disponible des ménages après ajustement de l'inflation a baissé de 0,1% pour le deuxième mois consécutif. Le taux d'épargne est tombé au plus bas depuis 2008, l'année où le système financier mondial a failli imploser. Voilà donc où on en est. Maintenant, mettons les choses en perspective. La Fed a un objectif de 2% d'inflation, le corps PCE est à 3,2%, le headline est à 3,5%, le baril est à plus de $100 et le marché parie sur des baisses de taux dans l'année. Alors, je suis pas économiste, je suis pas mathématicien, j'ai pas fait beaucoup d'études et je sais à peine compter jusqu'à 10 sans m'aider de mes doigts, mais instinctivement, il y a un truc qui me dit que cette équation, elle peut pas vraiment fonctionner. Il y a forcément quelque chose qui va coincer quelque part à un moment. Et ce qu'on en retire aujourd'hui, c'est que l'inflation revient, et elle revient via l'énergie. Ce qu'on en dit, c'est que si Trump met Warsh à la Fed et que celui-là, il commence à baisser les taux dans ce contexte, bah on parle d'une recette parfaite pour un dérapage à la Burns en 1973. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas qui est Arthur Burns, c'est le président, enfin c'était le président de la Fed qui a baissé les taux sous pression de Nixon dans les années 70 et qui a déclenché une inflation à 2 chiffres. Ce qu'on en pense, c'est que quand les rendements obligataires américains commencent à se réveiller, les actions, surtout les valorisations stratosphériques de la tech, ont tendance à se prendre une douche froide. On n'y est pas encore, mais on est dans la cabine de douche déjà. Donc on résume, 4 banques centrales en mode on regarde, on ne touche à rien et surtout on se chamaille en interne. 5 Magnificent Seven qui crachent des résultats records mais qui annoncent un capex IA cumulé de plus de 700 milliards de dollars, dont une partie dont la rentabilité reste à démontrer, un marché qui bat des records sur fond d'optimisme complètement déconnecté, pendant que le Brent flirte avec les 120 dollars et que le détroit d'Ormuz est verrouillé. Et puis, on a un PCE qui dit gentiment à la Fed coucou les amis, l'inflation c'est pas fini. Et la semaine prochaine, on aura des indicateurs comme l'ISM, les NFP de vendredi qui s'annoncent un petit peu piégeux et probablement encore quelques tweets présidentiels qui feront bouger le baril de 5 dollars dans la journée, on n'en doute pas une seconde. En Suisse, la confiance en l'économie s'est quelque peu améliorée en avril, tout en restant relativement faible. L'indice UBS-CFA est ainsi passé de moins 35 points en mars à moins 30,3 le mois dernier. Plus de la moitié des participants à l'enquête ne s'attendent pas à ce que les perspectives de l'économie suisse changent de manière significative au cours des 6 prochains mois, tandis qu'un peu plus d'un tiers anticipe une détérioration. En Suisse toujours, le baromètre conjoncturel du COF s'est révélé un petit peu plus optimiste pour l'économie en avril, à 97,9 points, en hausse de 2,3%. C'est terriblement excitant. Voilà, vous avez donc les performances de la semaine. Donc le grand vainqueur, c'est le pétrole, avec 8% de hausse sur la semaine. Et puis derrière, vous avez le MIB en Italie, qui est quand même bien placé. Puis le Nasdaq, qui prend 1,12% seulement, j'ai envie de dire, mais qui est quand même au plus haut de tous les temps, tout comme le S&P 500, en hausse de 0,9%. De l'autre côté, vous avez le SMI qui termine en baisse de 0,25%. Ça, j'aime bien les semaines où on bouge de 0,25% sur la semaine. Moins 0,53 en France, moins 0,78 sur le Hang Seng à Hong Kong. Et puis tout en bas, on a l'or qui a corrigé de 2,32%. C'est pas la semaine la plus folle en termes de variation sur les indices. Si on regarde les performances sur le marché suisse, vous voyez que l'UBS a pris la tête après ses excellents résultats de la semaine. On va y revenir. Le JTech est en numéro 2. Novartis aussi, des très bons résultats, malgré qu'il y avait une baisse du bénéfice, on n'était pas super enchanté. Et puis de l'autre côté, on a Partners Group qui va toujours dans tous les sens avec sa NAV impactée par certaines boîtes de software aux USA. Amrise qui perd 4,2% après des chiffres en demi-teinte qui ont été publiés jeudi soir, sauf erreur. Et puis tout le reste, on est un peu au milieu de nulle part, comme au SMI qui perd finalement 0,25% sur la semaine. Voici donc maintenant les charts de la semaine. Donc on attaque avec le SMI, un SMI qui est dans un range toujours, bien sûr. Il voit qu'il se colle beaucoup à sa moyenne mobile des 50 jours ici. Pour l'instant, ça suit vraiment le mouvement. On a l'impression qu'on va presque revenir sur les 12 736 qui correspond à la moyenne mobile des 200 jours. En tout cas, le marché n'est pas super euphorique. Et puis là, ça va être compliqué parce que UBS a publié, Nestlé a publié, Novartis a publié, Roche a publié également. Donc on va pouvoir compter plus sur les résultats en tout cas pour monter. On va devoir trouver d'autres raisons pour se motiver. Pour l'instant, j'ai envie de dire que le sentiment global et la tronche de l'indice donnent l'impression que tout ça est très mou.
Le S&P 500 termine au plus haut de tous les temps, on vous l'a dit et répété, donc ça c'est pas une grande nouveauté. Vous voyez quand même que on finit une belle semaine après des résultats des Max 7, mais vous voyez quand même ce genre d'indication. Alors moi je vais pinailler, mais ce genre de reversal, ces espèces de candlesticks qui se terminent avec une grande queue en haut et puis un tout petit point en bas, bah, ça veut dire qu'on a eu un inversement de tendance durant la séance. Et que si on ouvre plus bas, normalement lundi matin, on devrait enquiller une séance de baisse qui pourrait être le début d'un changement de tendance. Mais pour l'instant, on va pas en parler trop tôt. Le marché est tellement fort qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Néanmoins, on a vu que ça a un peu marqué le coup en fin de semaine. Probablement que ce sera des prises de profit avant le week-end. On va dire que c'est ça. Le Nasdaq 100 est donc au plus haut de tous les temps. Ça, c'est parfait. On en a déjà dit aussi. Si on regarde la performance depuis début du mois de mars, vous voyez que le Nasdaq 100 est en hausse de 21,14%. C'est juste fantastique, ça n'arrête plus de monter. Comme je vous le dis, ce marché est résilient et super fort. Le SOX a eu un petit coup de mou en début de semaine, mais il a tout récupéré et il termine là aussi au plus haut de tous les temps. Vous le voyez, difficile de faire de l'analyse technique parce que vous avez des machins qui montent verticalement. C'est même plus des tendances là, c'est juste vertical. Et ça n'arrête pas de monter, l'enthousiasme est toujours bien présent. Le CAC 40 a rebondi sur son support des 8000. On a de la peine à s'éloigner de ce support pour l'instant. On a eu des bons résultats du côté de Total en France, qui ont évidemment provoqué un scandale dans toute la gauche française, qui sont révoltés parce que Total gagne de l'argent ou les méchants capitalistes. Bref, des bons chiffres chez Total. Le CAC 40 rebondit donc sur les supports des 8000. Affaire à suivre. Et pour l'instant, c'est pas très passionnant non plus. Vous voyez qu'on tourne quand même beaucoup autour de cette zone depuis un moment et on n'arrive pas vraiment à trouver une direction. Le DAX, pareil, rebond phénoménal jeudi, parce que vendredi c'était fermé en Europe, mais rebond assez spectaculaire sur le DAX allemand. Là aussi, après une période de disette, on a eu un gros rebond, on verra si c'est durable ou si ça peut tenir le coup. Et puis l'or qui consolide, on va dire, dans la zone des 4500, 4600 pour l'instant, pas grand chose à dire au niveau de l'or. Et puis, alors voilà, le champion de la semaine, le pétrole, le WTI en l'occurrence ici. Alors vous voyez que pour l'instant, c'est quand même bon. On est revenu un petit peu par rapport aux excès qu'on a fait jeudi. Et puis, on termine la semaine autour des $102, ce qui est plutôt pas mal, mais on reste quand même au-dessus des $100 sur le baril et ça reste très 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 mauvais pour l'économie. On en a parlé. Donc maintenant, si on recasse les 100, c'est pas vraiment d'analyse technique qu'il faut faire sur le pétrole, parce qu'aujourd'hui, on sait que le pétrole, il bouge avec les tweets de Trump, donc c'est un peu difficile, mais voilà, ça reste très très élevé. Et il faut vraiment faire gaffe à cette zone-là. Sur le WTI, je pense que si on retourne casser l'ancienne résistance qu'on a fait, l'ancien point haut qu'on a fait, ça voudra dire que le pétrole peut aller bien plus haut. Et là, les gens ils vont commencer à paniquer et à faire les calculs au niveau de l'inflation. On attaque avec les vedettes de la semaine et on commence avec Novartis. On en a déjà parlé cette semaine dans le Morning Bull, mais grosso modo, les ventes reculent, les marges se font démonter et le bénéfice prend une claque. Merci les génériques qui débarquent comme des vautours sur les anciens blockbusters. Le marché est fidèle à lui-même. C'était parti dans un délire d'optimisme et puis il s'est pris un petit retour à la réalité. Le problème est assez simple. Entresto et compagnie perdent leur brevet et donc ça coûte cher, très cher, avec environ 4 milliards qui s'évaporent. Mais parce qu'il y a toujours un mais dans ces belles histoires, derrière les nouveaux médicaments cartonnent, on a des plus 50, plus 70%, plus 80%, et là, on est dans une vraie croissance, celle qui pourrait sauver la baraque. Donc, au résumé, le court terme, pas terrible chez Novartis, mais le moyen terme est plutôt prometteur. L'un dans l'autre, le marché a bien pris la chose, et Novartis a même fini la semaine raccourcie en beauté. Après un plus bas à 108,24, le titre termine quand même à la porte des 116 francs suisses. Alors, c'est pas de l'IA, mais c'est un beau retour pour des chiffres que l'on a qualifiés de pas terribles. Vous avez donc le graphique de Novartis, vous voyez qu'on était chercher la moyenne mobile des 200 jours, on a tapé dessus, et boum, on est remonté derrière. Donc voilà, l'un dans l'autre, on est plutôt satisfait. Le seul truc qui me dérange un petit peu pour l'instant chez Novartis, c'est qu'elle est en train de faire un trend descendant, là, depuis un moment. C'est un tout petit peu dérangeant. Vous voyez qu'on a quand même pas mal d'indicateurs là qui me disent qu'il faut qu'on ait recassé les 121 pour se sentir un peu plus en sécurité. Sinon, on risque bien de continuer à faire une dégringolade un peu négative comme ça sur Novartis. Passons maintenant à Straumann. Straumann, c'est pas la gueule de bois, c'est plutôt le sourire Colgate chez eux. Les ventes montent tranquillement, plus 7% en organique, donc du vrai business qui tourne, même si le Francfort vient jouer, comme d'habitude, les rabat-joie et faire croire que ça recule. C'est un grand classique suisse ces derniers mois. Toutes les régions sont au top, avec une mention spéciale pour l'Amérique latine, qui envoie du plus 20%, comme si de rien n'était. Il y a seulement la Chine qui traîne un petit peu les pieds.
Mais bon, en ce moment, c'est devenu aussi une tradition de voir la Chine qui traîne les pieds. Et le vrai kicker, c'est leur nouveau joujou, le iXL, meilleur lancement de leur histoire. Traduction, ils ont peut-être trouvé leur prochaine machine à cash. Les chiffres sont légèrement au-dessus des attentes, donc tout va bien dans le meilleur des mondes possibles chez Straumann. Objectif confirmé, croissance attendue entre 5 et 9%. Rien de sexy, mais c'est propre, c'est solide, c'est chirurgical, un peu comme leurs implants. Et le marché a adoré lors de la publication des chiffres avant de changer d'avis le lendemain. Des prises de profit, des gens qui savaient, sûrement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le graphique. On est revenu, on a eu ces bons chiffres, hein, vous voyez, avec ce candlestick en vert ici. C'était les chiffres, et puis le lendemain, on a quasiment tout perdu. Prise de profit, on revient plus ou moins sur nos zones de consolidation dans cette zone 84,5, 84. Plutôt des niveaux d'achat, mais franchement, c'est pas très sexy ni très motivant comme graphique pour l'instant. On passe maintenant à Sando. Alors Sando, c'est un peu le mec qui court avec une jambe en or et une jambe en bois. D'un côté, vous avez les biosimilaires qui cartonnent avec plus 18% tirés par l'Amérique du Nord. Ça, c'est la belle histoire et qui fait rêver les investisseurs. Et de l'autre, eh bien, vous avez les génériques qui prennent cher, qui sont plombés par un marché des antibiotiques totalement déréglés. Merci aux droits de douane américains qui foutent un merdier sans nom. Les Chinois inondent l'Europe avec leurs produits et du coup, les prix s'écroulent et tout le monde se marche dessus. Résultat, croissance modeste, plus 3%, pile dans les attentes, mais ambiance pas franchement festive. Et le patron commence à lâcher des petites bombes. Si ça continue, certaines usines pourraient fermer. Vous ajoutez à ça les tensions géopolitiques qui menacent les chaînes d'approvisionnement. Et on sent que ça peut vite devenir un sport de combat. Bon, pour l'instant, ils gardent leurs objectifs. Ils parlent déjà des GLP-1. Oui, parce que tout le monde veut sa part du gâteau de la minceur. Donc, il y a de l'espoir. Mais le marché, pour l'instant, lui, il retient surtout les emmerdes. En résumé, on a une boîte qui avance, mais avec un sac de sable accroché à la cheville. Le graphique ne montre pas grand-chose non plus. Vous voyez que ça fait aussi une journée de baisse, puis on a récupéré derrière. Donc là, on était chercher un petit peu les 60 balles, et puis on revient derrière. Mais c'est pas là aussi, il n'y a pas de tendance définie. On sent vraiment que, un peu à l'image du SMI, hein, c'est un peu le ventre mou du marché pour l'instant. UBS. Alors UBS, c'est assez simple et c'est presque un peu ironique parce que pendant que le monde s'agite, que les tensions géopolitiques augmentent et que les marchés font des montagnes russes, eux, ils encaissent. Le trimestre est solide, même très solide, hein, bénéfice au-dessus des attentes, porté par un cocktail qu'ils adorent. Volatilité, plus trading, plus clients ultra riches qui bougent leur position dans tous les sens, plus ça panique, plus ça génère des commissions, c'est presque indécent de simplicité. Mais derrière ça, il y a la machine UBS qui tourne à plein régime, la banque d'investissement fait son job, la gestion de fortune attire toujours des milliards, et l'intégration de Crédit Suisse commence enfin à ressembler à autre chose qu'un casse-tête. Là, on commence enfin à voir les synergies, les économies, bref, le plan d'intégration a fonctionné et fonctionne très bien. Ça devrait se régler d'ici la fin de l'année. Mais attention, parce que tout n'est pas rose bonbon non plus, parce que pendant qu'UBS imprime, les régulateurs suisses regardent ça de très près et continuent donc de parler renforcement des capitaux propres, exigences, contraintes, et ça peut vite calmer l'ambiance. Donc si on résume, UBS est en train de devenir une machine de guerre dans un monde instable, et le vrai paradoxe, c'est que leur meilleur scénario, c'est que rien ne se calme. Et finalement, le seul problème qui pourrait bloquer l'UBS en ce moment, c'est ces nouvelles demandes de capitaux made in Conseil fédéral, qui pourraient la rendre un peu moins performante que la concurrence étrangère, et c'est pas facile de faire du business et de se battre contre les autres, quand t'as pas les bonnes armes. On passe maintenant au en vrac de la semaine, et là on a Barem qui a annoncé la conclusion d'une ligne de crédit renouvelable de 500 millions de francs suisses d'une durée de 5 ans. Elle est assortie d'une option non ferme permettant de la porter à 650 millions de francs suisses. Bucher Industries a vécu une entame d'année 2026 laborieuse, freinée en particulier par une faible demande dans le secteur agricole. Le Balois Santerra a augmenté ses recettes l'an dernier, mais aussi aggraver sa perte nette. Par ailleurs, l'agence italienne du médicament AIFA a donné son aval au remboursement de son traitement phare, qui s'appelle Agamree, Vamorolone. Et SIG Group a connu une baisse de ses recettes sur les 3 premiers mois de l'année, mais une hausse de son bénéfice net. Le deuxième partiel pourrait s'avérer plus difficile.
notamment en raison de la hausse des prix des matières premières. Arista a finalisé cette semaine le rachat de son dernier emprunt hybride en cours, d'un montant d'environ 156,6 millions d'euros. Alzo a augmenté ses recettes au premier trimestre, portées par l'activité en plein essor de ses plateformes numériques. La direction a confirmé ses prévisions de rentabilité pour l'ensemble de l'année. Le laboratoire Addex a annoncé que son traitement en développement, le GABA-PAM, a montré une réduction importante de l'atout dans un modèle animal de toux chronique lié à la fibrose pulmonaire idiopathique. Je sais pas si ça vous parle, moi pas. Le laboratoire Neuron s'est rétamé en bourse après l'annonce de sa suspension d'une étude sur la schizophrénie après le décès d'un patient. Et pour finir, Oerlikon a annoncé des ventes en repli sous l'effet du franc fort, encore une fois, principalement, mais supérieures aux attentes du consensus. Donc, le groupe industriel Schweitzer a toutefois confirmé ses objectifs. La semaine qui nous attend sera donc rythmée par les postes de Trump, comme d'habitude, mais on va aussi parler de l'emploi, puisque les NFP seront publiés en fin de semaine. Pour l'instant, on attend 60 000 créations d'emplois, pas 600 000, 60 000, mais on sait que le BLS, qui travaille pour Trump, ne manque jamais de créativité au sujet de ces chiffres. Du côté des chiffres trimestriels, maintenant que les gros sont sortis, et ça devrait un peu se calmer, mais on aura quand même tout ça. Alors vous voyez que cette semaine, il y aura donc du monde. On aura entre autres des Norwegian Cruise, des Palantir, des On Semiconductor. On aura aussi du Pinterest, on aura du Shopify, du AMD, du Supermicro, du Pfizer, du Walt Disney, du Novo Nordisk, du ARM, du Uber, etc., etc. Vous voyez, il y a du beau monde la semaine prochaine. Pas forcément des market movers, mais du beau monde. Ce sera assez intéressant de voir aussi ce que McDo va nous publier, puisque c'est toujours un peu une indication de la consommation américaine. Bref, voilà, du beau monde, on aura de quoi en discuter au fur et à mesure de la semaine dans le Morning Bull Live. Et du côté de la Suisse, eh bien, on aura Swissray et Swisscom qui publieront en fin de semaine. Alors au final, qu'est-ce qu'on a dans tout ça? On a des marchés au plus haut de tous les temps, pendant que tout le reste clignote en orange, voire en rouge fluo. On a du pétrole à plus de $100, une inflation qui revient tranquillement par la porte de derrière, des banques centrales complètement paumées, une géopolitique sous tension permanente et des valorisations qui commencent à donner le vertige. Et Donald Trump qui vient d'annoncer que la guerre est finie en Iran. Ils n'ont pas d'accord de paix, mais la guerre est finie. Et malgré tout ça, eh ben, ça monte. Ça monte parce que personne ne veut rater le train. Ça monte parce que tout le monde parie que ça va bien se passer. Ça monte parce que l'IA est devenue la nouvelle religion et que les résultats sont encore bons pour l'instant. Donc oui, on est au sommet. Mais c'est un sommet un tout petit peu bizarre, un sommet où tout le monde applaudit, tout en regardant discrètement où se trouve quand même la porte de sortie de secours. Alors, est-ce que le Sell in May and Go Away va enfin marcher cette année? Franchement, aujourd'hui, le marché s'en fout complètement. Mais le jour où il décidera d'écouter la réalité, ça pourrait faire beaucoup plus de bruit que prévu. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Mais alors, on n'est pas du tout prêt pour ça. Maintenant, on s'abonne à la chaîne Swissquote en français, on like la vidéo parce que ça fait plaisir à l'algo de YouTube, on partage la vidéo à ses copains qui connaissent pas encore et on commente si on a un truc à dire. Et nous, on se retrouve bien sûr lundi matin pour une nouvelle semaine et un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et très très bon week-end. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.